Bonjour à tous, ici le Salon Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi bah écoutez, ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve dans le plus grand des calmes pour parler ensemble du chapitre 1064 de One Piece. On se remet un petit peu dans le contexte, le chapitre précédent, on avait eu deux événements très importants par rapport au futur de l'œuvre. On avait eu la page de couverture avec Pudding qui avait été enlevé et on a eu Barbe Noire le Yonko qui attaquait l'eau pour les héros de Poneglyph, pour les copies. Alors tout d'abord parlons de la page de couverture. Au niveau de la mini-aventure, on a donc bel et bien Aokiji qui est parti sur Whole Cake pour enlever Pudding, mais il n'est pas venu tout seul. Il est venu avec Van Augure et avec plein d'hommes de l'équipage de Barbe Noire. Info très importante, l'auteur précise bien que Aokiji a bel et bien intégré l'équipage de Barbe Noire. Il a donc intégré l'équipage d'un Yonko et c'est confirmé. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que 1. La mission est très délicate et que 2. Elle est vraiment primordiale. Elle est primordiale parce que actuellement, dans le monde de One Piece, il n'y a officiellement, pour le moment, et j'insiste bien sur le pour le moment, que Robin qui est capable de lire les poneglyphes. Donc le fait que Pudding puisse, après éveil de son œil, lire les poneglyphes, fait d'elle quelqu'un de très important. Le fait que Pudding puisse être utilisé fait que Barbe Noire n'aurait pas besoin de Robin. Donc Barbe Noire ne serait plus obligé de combattre Luffy et donc d'avoir un gigantesque affrontement entre équipages Yonko. Comme Luffy a battu Kaido sur Nigashima et comme dans son équipage, donc au niveau des Mugiwara, on a de grosses victoires sur un équipage Yonko, et bien on a de grands dangers pour Barbe Noire qui, en cas d'affrontement, pourrait très bien perdre. Luffy a un fruit cheaté, il a un HDA éveillé, un HDO éveillé et un HDR éveillé. En cas de combat, Barbe Noire pourrait très bien perdre. Et au niveau de son équipage c'est pareil, parce que le palmarès des Mugiwara est globalement exceptionnel. Le fait que Barbe Noire envoie Aokiji, alors qu'il aurait pu envoyer par exemple Shiryu, fait que Barbe Noire a confiance en lui. Alors oui, il y a Van Augure qui est parti avec lui, mais en termes de rapport de force, eh bien Shiryu pourrait être bien plus efficace que Van Augure dans le cas où Aokiji tente une trahison. Imaginons qu'il veuille par exemple emmener Pudding chez la marine. On a donc bel et bien Barbe Noire qui a confiance en lui et un Aokiji qui fait ce qu'on lui a demandé. Au niveau de l'équipage de Barbe Noire justement, eh bien comparé aux autres équipages Yonko, là au niveau des commandants, eh bien on a un petit problème parce qu'on ne sait pas qui est un commandant. Et quand je dis commandant, c'est commandant en termes de niveau, donc le top 3. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur fait clairement une distinction entre vice-capitaine et numéro 2. En effet, pour l'auteur, le numéro 2 est le numéro 2 en termes de puissance. Donc, quand l'auteur écrit que Sabo est le numéro 2 des révolutionnaires, cela veut dire qu'après Dragon, Sabo est le plus puissant. Au niveau des équipages Yonko, c'est pareil. L'auteur dit clairement que quand il dit numéro 2, c'est numéro 2 en termes de puissance de combat. L'auteur l'explique très clairement pour les SBS du tome 102. Ce que l'auteur dit, c'est que le vice-capitaine peut être le numéro 2, mais pas forcément. Et là, pour la Color Spread, eh bien l'auteur dit clairement qu'il a choisi les numéros 2. Donc là, on a les numéros 2 les plus puissants par rapport à chaque équipage. Donc par rapport à Barbe Noire, Shiryu est le numéro 2 en termes de puissance, mais Shiryu n'est pas forcément son bras droit. On imagine bien que son bras droit pourrait être parmi les membres de l'équipage historique. Avant de faire la Color Spread, l'auteur aurait pu attendre qu'on voit Aokiji avec Van Augure et avec la précision Aokiji, pirate de Barbe Noire. Mais même si par rapport à Aokiji il avait tout préparé, eh bien il a choisi de mettre Shiryu, comme il le précise bien, en numéro 2 de Barbe Noire, en termes de puissance. En fait, au niveau des fans, tout le monde, ou en tout cas une majorité, partait du principe que Aokiji c'était juste allié à Barbe Noire. Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le Gorosei parle de passer d'un camp à un autre, donc du camp de la marine au camp de Barbe Noire. Aokiji n'était pas allié de la marine, mais il était bel et bien un membre à part entière de la marine. Donc là, par rapport à Barbe Noire, l'auteur est clair. Il a bel et bien intégré l'équipage. Ce qui est en soi logique parce que Barbe Noire n'aurait pas vraiment intérêt à travailler avec un allié. Barbe Noire recherche avant tout des hommes qui pourraient intégrer son équipage. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit à Moria. Il ne lui dit pas « allie-toi à moi », il lui dit « rejoins-moi, intègre mon équipage ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si Aokiji a un plan, pour le moment, il est bel et bien pirate de Barbe Noire. On aurait donc clairement le deuxième commandant avant mise à jour. Mise à jour dans le cas où Kuzan aurait un plan derrière la tête. Tout le monde sait que sur Marineford, on a eu un gros affrontement, une grosse bataille entre équipages qui a été teasé. L'équipage de Barbe Noire contre l'équipage de Shanks. Maintenant, prenons les deux. Si on a bel et bien une grosse bataille, eh bien on a un schéma classique que l'auteur utilise. Des 1 contre 1. Des 1 contre 1 à haut niveau. On aurait donc Shanks contre Barbe Noire, Shiryu contre Ben Beckman, et Van Augure qui est un tireur d'élite pourrait combattre Yasop qui est un tireur d'élite. Et dans ce cas-là, par rapport à Van Augure, on aurait pourquoi pas l'équivalent du troisième commandant. Pour le commandant qui manque, donc le deuxième, on a l'équivalent de Jose ou de Ace sur Marineford. Et qui aurait dû combattre Ace et qui a combattu Jose? Eh bien oui, Aokiji. On pourrait donc avoir le schéma parfait pour l'équipage de Barbe Noire.
Maintenant parlons de l'eau. Le chapitre était marqué par un gros combat, en tout cas un début de gros combat, Trafalgar Law contre Barbe Noire. Alors déjà ce qu'on remarque c'est que Barbe Noire n'a pas réellement changé. Barbe Noire saute directement, Barbe Noire est confiant, et Barbe Noire sous-estime énormément l'adversaire. Comme Barbe Noire n'a pas réellement changé à ce niveau-là, eh bien Law a pu bien le toucher. Trafalgar Law, qui est très intelligent, a profité du fait que Barbe Noire était sur Stronger, et du fait que Barbe Noire était en l'air. Law a donc découpé Stronger à distance, Barbe Noire est tombée, et Trafalgar Law, qui est très vif, a pu le toucher à distance. On a donc une illustration parfaite du fait que, même si on est plus faible, on peut parfaitement toucher l'adversaire. On peut le toucher avec une bonne technique et on peut lui faire mal. Et là, c'est ce que Law a fait. Par contre, par rapport à la technique qu'il a utilisée, il n'y a rien de nouveau. Il a utilisé contre Big Mom. Et rappelez-vous, Big Mom, qui est très résistante, avait vraiment eu mal. Au niveau des réactions, Big Mom, Barbe Noire, c'est pareil. On a donc rien de nouveau, mais la technique est toujours aussi efficace. Barbe Noire a mal, et en même temps, si Big Mom a eu très mal, c'est normal que Barbe Noire ait mal. Je tiens vraiment à souligner que Barbe Noire est vraiment bête. Barbe Blanche, je l'avais déjà dit, l'excès de confiance et la négligence, c'est vraiment ses points faibles. Dans le chapitre, Van Augure, qu'il connaît très bien, le dit aussi. Voilà ce qui arrive quand on fonce sans réfléchir. Law a donc parfaitement profité du fait que Barbe Noire lui est foncé dessus et que Barbe Noire était en l'air. Donc, il faut noter que Law est vraiment un très grand combattant. Quand on y réfléchit, au niveau du combat, Barbe Noire a fait du Barbe Noire. C'était pareil pour Ace, pour Barbe Blanche, pour Magellan et Luffy. La différence par exemple entre Ace et Magellan, c'est que comme Magellan a un fruit qui permet de one-shot, qui permet de terminer s'il te touche, et bien Barbe Noire a perdu en un coup. Par exemple, si Ace avait eu le fruit de Magellan, ça aurait été pareil. Donc Barbe Noire est devenue Yonko, mais Barbe Noire n'a pas réellement changé. Par contre, dès que Barbe Noire est devant Law sur la terre ferme, c'est très différent. Et la différence se lit sur le visage de Law. Alors qu'il était très confiant, il commence directement à transpirer. Et en même temps, c'est normal, parce que Barbe Noire peut maintenant utiliser parfaitement ces deux fruits, le Gura Gura no Mi et le Yami Yami no Mi. On a donc un schéma qui est un petit peu identique avec le schéma qu'on a eu avec Ace. Dès que Barbe Noire utilise le Yami, eh bien ça devient très compliqué. Sauf que là la différence est que Barbe Noire est 1 devenu Yonko et que 2 il a le Gura. Ce qui est intéressant avec Law, c'est qu'on voit la différence, on la voit clairement, entre un commandant confirmé, un niveau commandant confirmé, voire un petit peu au-dessus, mais vraiment légèrement, vraiment très légèrement, et un Shichibukai comme Hancock. En effet, rappelez-vous, Barbe Noire par rapport à Hancock n'a pas réellement eu de difficultés. Il l'a pris tranquillement, il n'a pas réussi à le toucher, et il allait clairement l'achever facilement sans Rayleigh. On a donc bel et bien la confirmation que Hancock n'a pas le niveau de Zoro. Rappelez-vous, on avait beaucoup entendu de beau Hancock niveau intermédiaire. Ce qui est un petit peu, il faut le dire, aberrant, vu que le niveau intermédiaire est représenté par Rayleigh, et Rayleigh qui a fait dégager Barbe Noire. Maintenant, par rapport à Law, par rapport à son niveau, eh bien son cas est un petit peu complexe. Comme on l'a toujours vu, pour battre un Yonko, il faut 2 commandants, ou alors 2 amiraux. En termes de rapport de force pur, un commandant ne peut vaincre un Yonko, et un amiral seul ne peut vaincre un Yonko. Même au-dessus, donc le niveau intermédiaire, que représente encore une fois Rayleigh, est un niveau qui ne permet pas de vaincre un Yonko. Rayleigh est clair, il le dit, actuellement, je ne peux pas le vaincre. Le problème avec Law, c'est qu'on a un effet de spectacularité qui fait qu'on pourrait le mettre à un niveau qui n'est pas le sien. Dire que Law a un niveau intermédiaire reviendrait à dire qu'un amiral pourrait dire à Law qu'il ne peut le vaincre, ce qui est un petit peu compliqué, voire impossible. En termes d'évolution, Trafalgar Law serait donc passé de inférieur de Flamingo à supérieur à un amiral, ce qui est pour le coup encore plus impossible. On a donc au grand maximum un second Yonko qui aurait une puissance globale un petit peu supérieure aux autres. Pour être clair, si Rayleigh dit qu'il ne peut vaincre Barbe Noire, ce n'est pas Law qui peut le vaincre. Pour vaincre Barbe Noire, il faudrait donc au minimum avoir le niveau d'un empereur, ce qui est un petit peu impossible pour Law en l'état actuel des choses, parce que Law vient de battre Big Mom à 2 contre 1 et que Law n'a pas pu vraiment évoluer au point d'avoir un niveau Yonko entre deux. On a donc une situation qui est forcément très complexe pour Law, parce que même s'il combat très bien, même s'il le touche très bien, comme vu plus tôt, il a surtout profité d'une situation particulière par rapport à Barbe Noire. Une fuite de Barbe Noire serait mais dévastateur, pour ce qu'il représente, pour son équipage et pour la suite de l'œuvre. Si quelqu'un intervient pour sauver Law, on aurait encore une intervention, mais le vrai problème n'est pas là, parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui pourrait le sauver. Les chances pour que Law ne se fasse pas avoir sont vraiment très faibles. Surtout qu'on pourrait avoir en plus Aokiji, qui était avec Van Augure, directement sur le navire. Déjà que Barbe Noire s'est fait chasser par Ellie, il serait temps, pour lui, de redorer un petit peu son blason. Je pense qu'il est grand temps pour Barbe Noire de s'affirmer en tant que nouveau Yonko. En tant que nouveau Yonko, tu es censé ne pas te faire humilier. Surtout que Barbe Noire est un Yonko particulier, parce que sur les 4 actuels, Luffy est Yonko, Baggy est un troll, et Shanks est le mentor de Luffy. Via son statut d'antagoniste Yonko, Barbe Noire doit frapper fort. Maintenant qu'il est face à Law et qu'il est sur la terre ferme, c'est le moment, il doit montrer de quoi il est capable. On risque d'avoir un Law qui va se faire maltraiter.
traiter. Après un moment spectaculaire contre Barbe Noire, il est temps pour lui de prendre des coups. La problématique étant que les coups seront avec Gura, un fruit qui a fait la renommée de Barbe Blanche. Vegapunk a créé des gants à pression lumineuse. Ces gants ont le pouvoir de renvoyer la lumière, donc Vegapunk a créé un outil qui contre Kizaru. On pouvait se dire que ce n'est qu'une coïncidence, mais dans le chapitre 1064, on a le Vegaforce 01, un dispositif anti-gravité. Antigravité, gravité, Fujitora. Vegapunk a encore créé un outil qui peut contrer un amiral. Il est possible que Vegapunk ait travaillé sur le pouvoir de Fujitora comme avec le pouvoir de Kizaru pour les séraphins. C'est-à-dire que le Kuma qui arrive pourrait avoir des pouvoirs d'amiraux ou des pouvoirs qui contrent les amiraux. Il pourrait être bien plus résistant avec la résistance de Kaido que Vegapunk a pu étudier. Le pouvoir de Kizaru l'a hissé au sommet, le pouvoir de Fujitora également et la résistance de King également. Les séraphins pourraient avoir des combinaisons et pourquoi pas des pouvoirs d'autres amiraux comme Rokuge qui draine la force vitale ou encore du magma comme Akainu ou le gelage comme Aokiji. Le pouvoir d'Aokiji est en principe plus facile à copier pour Vegapunk. Il a pu prendre le pouvoir de Kizaru qui est un pouvoir très compliqué. Aokiji gèle et l'azote liquide par exemple pourrait être utilisé par Vegapunk. 麦わらたちの功績をもみ消されて Dans le chapitre, on a retrouvé quelque chose de familier, les nuages solides de Skypiea. Sur Egghead, comme Vegapunk peut contrôler l'atmosphère de l'île, il utilise de la pyrobloïne pour coaguler et modifier la densité de la vapeur d'eau, recréant ainsi les nuages insulaires et marins que l'on retrouve habituellement sur les îles célestes. Pour arriver à la plage d'Angel Beach, les Mugiwara empruntaient un Milky Road avec l'aide du homard géant, le Homard Express. Ce chemin est un canal de nuages artificiels car il existe deux types de nuages à l'état naturel. Les Océonimbus, sur lesquels les Mugi ont navigué avec le Meri pour arriver à Skypiea, et les Ilonimbus, des nuages moelleux sur lesquels on peut marcher. Les Mugi marchent justement sur ces nuages dans le chapitre 1063. Le granit marin a une particule qui se nomme la pyrobloïne. C'est lors des éruptions volcaniques que s'échappe la pyrobloïne dans le ciel sous forme de mélanine. Selon la densité d'eau accumulée, on a soit des Océonimbus, ceux qui forment la mer céleste, la couche médiane d'Imperonimbus, soit des Ilonimbus, les nuages doux et moelleux sur lesquels on peut marcher. Vegapunk crée donc de la pyrobloïne et il peut l'utiliser à sa guise. On pourrait croire que ce n'est qu'anecdotique, mais pas du tout. En effet, je pense que la pyrobloïne est le véritable secret de la géantification. Il y a 400 ans, en l'an 1122, Upper Yard faisait partie de Jaya. Après le passage du Knopa Stream, un bout de GS est envolé vers le ciel, ce qui est devenu Upper Yard. Regardez un peu l'environnement de Jaya. Les arbres, les racines, le feuillage. Tout paraît normal. Maintenant, passons à Upper Yard. Ne voyez-vous pas quelque chose d'étrange? Les arbres, racines, feuillage, tout est largement plus grand. Et ce n'est pas tout parce que c'est pareil pour les animaux. Les animaux ont grandi, tout comme les arbres ont grandi. Rappelez-vous des Saucebirds, les oiseaux qui vivent dans la forêt de Saucegrave sur Jaya. Leurs tailles sont normalement, au grand maximum, ceux des grands perroquets. Maintenant, regardez un Saucebird de Upper Yard. Il est gigantesque comparé à l'autre. Même Zoro pose la question, est-ce que la forêt est la même, sur Jaya et Upper Yard? Comment se fait-il qu'on ait deux parties différentes au niveau de la croissance? Eh bien j'ai la réponse, la pyrobloïne. La pyrobloïne est le secret qui fait grandir des végétaux, des animaux et potentiellement des êtres humains. Au chapitre 253, Robin dit que la particule qui est à l'origine des Océonimbus et des Ilonimbus est sans doute à l'origine de la croissance qui est anormale. Quelle est la particule qui est à l'origine des Océonimbus et des Ilonimbus? Eh bien oui, la pyrobloïne. La même pyrobloïne qui est mentionnée par Lilith, le Vegapunk 02. Vegapunk a donc une parfaite combinaison, facteur de linéage et pyrobloïne. Si on ajoute les pouvoirs des amiraux et la résistance de Kaido, Vegapunk pourrait, avec sa science, permettre à Dragon de mener à bien la révolution mondiale. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.